Parfait, donc effectivement, première table ronde sur cette question essentielle de pouvoir, et Élodie l'a rappelé, pouvoir concilier cette demande sociale, cette demande économique, dans un monde qui est assez particulier. Et avant finalement de se demander comment on va partir sur les enjeux, sur les objectifs, sur tout ce qu'on a à faire finalement pour réussir à concilier cette demande sociale et cette demande économique, moi j'aimerais qu'on revienne, même si pas très longtemps, c'est peut-être pas le but de refaire une critique complète de cette loi de 2018, mais Élodie, tu le disais, on est 4 ans après cette loi, on peut déjà avoir quelques éléments d'impact, et moi c'est la première question que j'aurais aimé vous poser. Quels sont encore les objectifs qui sont face à nous? 4 ans après cette loi, au vu de ce qui avait été annoncé, qu'est-ce qu'on a, quel bilan un petit peu on peut tirer et quel objectif reste encore à atteindre pour nos autres organismes de formation? Madame Géret, peut-être, pour commencer. C'est bon. Ça commence toujours comme ça. Est-ce que le micro est allumé ou pas? Merci, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quel bilan pouvons-nous tirer de loi Avenir Pro, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel? C'est un bilan plutôt intuitif, on va dire, puisque justement, l'UNSA partage les critiques du propos introductif d'Élodie Salin. On a quand même un souci d'annonce d'une réforme qui était là qui est un Big Bang de la formation professionnelle, pour que ça soit accessible à tous et toutes, pour que ça soit lisible, facile, et pour qu'il y ait une certaine liberté de choisir. On est en plein dans une contradiction en ce moment. On a un paradigme de la formation professionnelle qui change complètement, puisque tous les outils, tout l'effort est fait vers faire de la formation pour aller vers des emplois en tension. Donc la liberté de choisir, elle n'est pas vraiment là. On n'a plus cette partie dans la formation professionnelle qui était un peu l'émancipation, avoir un sas de liberté, un sas de respiration au milieu de son parcours professionnel. Ça, c'est important. Bien sûr, la formation professionnelle est là aussi pour former pour des emplois, mais ça ne peut pas être que ça. Donc on a ce souci-là, on a cette marchandisation de la formation professionnelle qui fait que le CPF qui est mis en avant, mais qui ne règle pas tout, c'est en effet un problème pour les arnaques. Ça, on le voit bien, surtout qu'ils sont très bien organisés, ceux qui arnaquent et qui vident les comptes et qui siphonnent les comptes du CPF, puisqu'on arrive même à avoir sur Snapchat des annonces pour les jeunes pour inscris-toi à une formation, je te rends 40% de ce que tu as pris comme formation en liquide. Enfin, bon, c'est quand même assez hallucinant, mais nous, à l'UNSA, on n'était pas pour la monétisation du CPF et c'était prévu d'avance qu'il allait avoir des arnaques. Donc, il y a ce souci. On a un problème, on parle beaucoup de transition en ce moment, depuis un petit moment. On a les transitions écologiques, les transitions professionnelles. On est dans un monde de transition tous les jours, dans les articles de presse. On a besoin de transition et les transitions professionnelles ne sont pas financées. Donc ça, c'est aussi un sujet. On a un problème d'articulation, on va dire, national et local, un problème de mise en avant des territoires, et c'est important, les territoires, on a ce souci quand même aussi d'articulation. On a donc un vaisseau amiral, on va dire, France Compétences, qui est là-haut, mais qui n'a pas vraiment de lien avec les territoires et les régions, donc ça pose un problème de dynamique. On a donc, avec cette marchandisation de la formation professionnelle, mis en place un système où il y a beaucoup de concurrence. Ça a encore accentué le problème de concurrence entre les acteurs. On a des acteurs hyper compétents qui ont beaucoup donné,
avec cette nouvelle loi. Je suppose que vous êtes fatigués dans les organismes de formation, mais je peux vous dire aussi que côté organisation syndicale, on est fatigués. Tous les acteurs sont fatigués pour avoir essayé pour avoir pu mettre en place Avenir Pro. Donc on a quand même, là encore, un souci de comment ça s'articule, comment est-ce qu'on fait un point, comment on se pose. Oui, il y a un problème de bilan. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan qualitatif. On communique sur la réussite du nombre de comptes CPF ouverts. Oui, on va dire c'est super. On a ouvert plein de comptes CPF, mais pourquoi faire? Est-ce que vraiment on a un objectif qui est d'être vraiment en emploi de façon pérenne, un emploi de qualité? L'alternance, oui, il y a un boom de l'alternance là aussi, mais on voit bien qu'il y a un souci. Qui a eu une alternance? Est-ce qu'on a bien été vers les moins qualifiés? Est-ce qu'on a accompagné ceux qui en avaient le plus besoin? Non, pas vraiment. On a un souci donc de bilan qualitatif au niveau d'Avenir Pro, au niveau des dispositifs aussi qu'on a rajoutés un peu en millefeuille avec la crise, et c'était utile. Mais à un moment donné, il faut y voir clair. On a aussi des dispositifs dont il y a le plan de relance. On a France 2030. Tous les jours, on apprend qu'il y a des nouveaux dispositifs. Voilà, ça c'est encore un souci. Donc besoin de bilan qualitatif et de la loi Avenir Pro et des dispositifs avec tous les acteurs. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un bilan qualitatif en regard croisé. Parce que chacun, on a notre vision de comment ça s'est bien passé, comment ça ne s'est pas bien passé, et on a besoin de pouvoir partager pour améliorer le système. Donc oui, là on est à une étape où il faut à un moment donné se poser, améliorer des dispositifs, pas mettre un coup d'arrêt à Avenir Pro parce qu'on a besoin que la formation puisse continuer à vivre, mais on a besoin de faire un point pour repartir, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, et on a besoin de faire ce petit point d'arrêt pour avancer et s'enrichir un petit peu de tout ce qui s'est passé, surtout qu'on a été capables, tous, autant qu'on est, dans l'urgence de la crise, de s'adapter et d'être agile. Donc c'est pas une question d'agilité. Et puis pour finir, il faudra se poser la question du financement. Et puis, oui, il va falloir plus d'argent et savoir aussi si le financement qui est fléché, si c'est bien les personnes, les acteurs qui sont censés payer tel ou tel dispositif. Donc il faudra reparler du financement. Voilà, un peu rapidement. On entend effectivement cette question d'adéquationnisme. Monsieur Friedrich le disait aussi, hein, les modifications voulues ou subies, cette question de court terme, long terme. Monsieur, je me tourne vers vous pour croiser les regards. Est-ce que c'est une question d'anticipation? C'est pas nouveau, la question d'anticipation et d'essayer justement de se projeter. Est-ce qu'on est capable là déjà de le faire par rapport à cette réforme de 2018? Est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut regarder plus loin que cet adéquationnisme? Il va surtout falloir regarder plus loin que cet adéquationnisme. D'abord, on sait que en réalité, ça ne fonctionne pas. Alors, juste une remarque, je suis marqué exopé, mais je vais parler au titre du Synopdes, parce que c'est bien en tant que président de la commission sociale du Synopdes que je suis là. C'est juste une petite remarque pour me situer. Oui, l'adéquationnisme, on sait que ça ne marche pas. En fait, si ça fonctionnait, ça serait plutôt assez simple. Là, on a un certain nombre de personnes sans emploi, on a un certain nombre d'emplois qui sont libérés. Si on met en œuvre de la formation, eh bien, tout le monde va trouver un emploi. Et la recette serait assez facile. Et ça ne marche pas et ça n'a jamais fonctionné. Donc, effectivement, une des difficultés, en fait, qui n'est pas liée à la loi, mais que la loi va probablement accroître, c'est cette capacité à avoir un système de formation qui suit le rythme des transitions, pas tant des transitions professionnelles, d'ailleurs que de l'évolution extrêmement rapide des métiers. On a toujours eu ce décalage, l'éducation initiale, enfin la formation initiale comme de la formation continue, d'être en capacité d'avoir une offre de formation qui puisse correspondre aux besoins des entreprises. Ce qui change beaucoup ces dernières années, et ça va continuer, c'est finalement cette accélération de la transformation des entreprises, de la mutation des emplois et de l'évolution des métiers, des compétences qui sont attendues. Alors là, en l'occurrence, on a une loi qui ne facilite pas tout à fait la vie pour être en capacité de mettre ça en œuvre. Comme le dit Vanessa, on fonctionne par injonction. Donc on va aller opérer les métiers en tension et travailler sur les métiers en tension.
Mais un métier en tension, j'aurais tendance à dire que c'est plus un métier qui est en prospective. Il est presque trop tard pour agir, en réalité. Et donc, la question qui devrait se poser à nous, l'ensemble des secteurs professionnels, là je vais parler notamment de la responsabilité qu'on devrait pouvoir avoir en tant que partenaires sociaux, c'est être en capacité d'observer, de faire de la prospective et de se demander ensemble comment vont évoluer les métiers. Il y aura une perspective à 10 ans, c'est très complexe. Quand on fait de la prospective, c'est le principe. Hein. On fait des scénarios, et parmi les scénarios qu'on a dessinés, il y en a un certain nombre qui sont faux. Mais au moins, on a tenté de les établir et de travailler sur le besoin en compétences que peuvent nécessiter les scénarios qui sont établis, et derrière de mettre en œuvre un appareil de formation qui peut être extrêmement lent à se mobiliser. Alors, ce n'est pas tant les acteurs qui sont dans la salle qui ont du mal à faire des choses, c'est derrière le système. Les salles disent France Compétences en vaisseau amiral, et comme tout vaisseau amiral, c'est hyper long à bouger. On voit bien, là, toutes les certifications qu'on veut mettre en œuvre pour qu'elles soient reconnues, c'est extrêmement long, c'est extrêmement administratif, c'est extrêmement lourd, peut-être que pour une part c'est justifié, mais ce n'est pas extrêmement souple au regard de la vitesse de la transformation du monde de l'emploi et des activités économiques. Et en ce sens, la loi qui promettait d'avoir un système de gestion de la formation professionnelle plus souple, je crois que ce n'est pas ce qu'elle nous a proposé en réalité. En tout cas, je ne le vois pas. Peut-être qu'il faut encore poursuivre les choses, je ne sais pas. Mais on est moins consulté. Effectivement, il y a une dichotomie entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui va se passer sur un pilotage extrêmement centralisé et jacobin et très refermé. Par ailleurs, les partenaires sociaux, me semble-t-il, on n'y est pas, parce qu'on est un petit peu, mais au niveau de France Compétences, n'ont pas la marge qu'on pouvait avoir dans les anciennes instances. C'est fermé, c'est très administratif, c'est le directeur général qui dirige, derrière, il y a une conseil d'administration, j'y suis pas. Mais en tout cas, qui ne me semble-t-il n'a pas la même marge de manœuvre qu'on aurait pu avoir avant. Donc, un système qui est plutôt un système en carcan, et puis par ailleurs, des moyens à disposition de l'ensemble des partenaires sociaux pour faire l'observation et pour tenter de faire la prospective, de voir comment les métiers évoluent, qui sont pas non plus suffisants. Juste un point, quand les financements des branches professionnelles sont répartis par France Compétences. À l'époque, à l'origine de la loi, il y avait une partie des financements et des collègues qui devait être réservée à l'observation. 3%, 0,3%, peu importe. Mais en tout cas, il y avait un moyen qui était dédié à la capacité pour pouvoir se donner la capacité d'observer, de faire de la prospective et de dessiner finalement l'avenir des secteurs professionnels. Ça n'existe pas. Donc il faut se débrouiller, ça n'a pas été sanctuarisé. Donc il faut se débrouiller avec les moyens que nous avons, et ce sont des moyens par ailleurs qui sont limités. Parce que le défaut, c'est celui-là aussi. C'est de vouloir de demander à ce qu'on fasse plus, ou différemment, et ça reste le même, avec des moyens qui sont les mêmes. C'est-à-dire que les ressources de la formation professionnelle n'ont pas véritablement augmenté, parce qu'il n'y a pas eu de sur les cotisations. Par contre, on nous a dit, écoutez, il faut faire beaucoup d'apprentissage, il faudra évidemment aider les demandeurs d'emploi. Et puis, alors, pour faire tout ça, c'est la même enveloppe. Dans une économie qui est finie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc tout ça pour dire que dans un monde qui se transforme vite, et le monde du travail n'y échappe pas, la question de la prospective elle est extrêmement importante. On n'en a pas obligatoirement les moyens. En plus, on est dans un monde où le temps de la transformation est plutôt un temps qui s'accélère extrêmement rapidement, ce qui fait que le décalage entre le besoin de l'entreprise et la capacité que le champ de la formation professionnelle a à se positionner pour proposer des solutions est un décalage qui a plutôt tendance à s'accroître. Alors effectivement, tant qu'on parle sur la partie des enjeux auxquels on doit faire face, de cette partie de métier en tension, moi je me tourne vers vous, Madame Savard-de-Berg, puisqu'il y a d'autres enjeux aussi finalement que cet aspect économique. Je sais que c'est un sujet, notamment la partie environnementale, la partie sociale. Monsieur Clodo a parlé de toute cette partie vraiment de métier en tension. Quels sont les autres enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui pour choisir finalement le bon système, pour choisir les bonnes méthodes de financement? À quoi doit-on faire attention? Oui, alors déjà, je voulais... normalement, c'était pas moi qui devais être là, donc je voulais excuser Angeline Barthes, qui est souffrante aujourd'hui. Donc j'ai relevé le défi, j'espère que je serai à la hauteur. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Élodie, sur les constats que vous faites tous
c'est par rapport à la marchandisation, le développement massif de l'apprentissage, les transitions qui sont sous-financées et le manque d'évaluation, la CGT l'a dit avant même la loi 2018, c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas signé l'ANI, et maintenant on se rend tous compte qu'on avait raison, notamment par rapport au financement. Mais pour répondre plus particulièrement à votre question, c'est vrai que la CGT porte un projet de transformation sociale et environnementale depuis plusieurs années, et les deux ne peuvent pas être dissociés en fait. Et par rapport à la crise Covid, ça nous a montré qu'on était complètement défaillant par rapport à la souveraineté, alors au niveau pharmaceutique, alimentaire, industriel, et les besoins de la population. Enfin, pour la CGT, ce sont ces besoins-là qui doivent nourrir la formation, et même pas forcément les besoins des entreprises très court-termistes. Alors, enfin, tout le monde l'a dit, l'adéquationnisme. C'est vrai que la relocalisation de l'industrie doit servir aux besoins essentiels de la population, et pas uniquement pour la sauvegarde de l'emploi, mais pour répondre aussi aux enjeux environnementaux. Et donc, du coup, nous imaginons quand même une vision, comme mes camarades l'ont dit avant, une vision beaucoup plus à long terme, et l'histoire de la planification. Alors nous, on n'était pas du tout opposés qu'il y ait un commissariat au plan, mais je ne sais pas pour vous, mais nous, on n'a pas vu grand-chose en sortir. Je voulais aussi ajouter par rapport à, alors peut-être, je ne sais pas si vous êtes concernés par la formation sur les services publics, mais enfin on est tous témoins de ce qui se passe au niveau de l'hôpital, au niveau de l'éducation nationale. Ils sont obligés de faire des speed dating pour aller recruter des gens qui ne sont pas formés. Donc on voit qu'on arrive à une limite. Et je rebondis sur ce que disait Vanessa, c'est que vous êtes aussi victime collatérale des injonctions, et par rapport à votre obligation parfois d'adapter votre offre de formation à ce qu'on vous demande en face, c'est-à-dire souvent c'est des formations courtes. Enfin, nous, on le voit de plus en plus, des formations à la tâche, et le côté qualifiant, émancipateur, on n'est plus du tout là-dedans. Donc c'est quelque chose qu'on dénonce. Il faut qu'on voit plus loin. Les salariés ont beaucoup de mal à se retrouver là-dedans. Et par rapport aux observatoires dont vous parliez, c'est vrai qu'on se rend compte que il y a énormément d'endroits où il y a des observatoires. Alors il y a les OPCO, il y a les Carrefouref, il y a énormément d'endroits, sauf qu'ils n'ont pas les moyens, et ils fonctionnent aussi chacun un peu différemment. Alors France Compétences a un service spécifique pour les observatoires. Ils vont mettre en place, alors, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais je crois que c'est une bibliothèque pour tout reprendre. Mais on a vu on était là, je ne sais pas si vous étiez là, à la présentation de Elisabeth Borne quand elle était ministre du Travail encore, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal sur les métiers 2030. Enfin, nous, on a trouvé ça affligeant. Et d'entendre dire Jean-Michel Blanquer que l'entreprise doit être le plus possible dans les collèges, et que les stages de troisième ne suffisent pas, et que les vacances scolaires sont la période idéale pour faire des stages, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais la prospective, encore une fois, on l'a déjà dit, je ne sais pas si vous connaissez les idées de la CGT, mais allez voir les salariés sur la transformation des métiers. Je pense que c'est les plus adéquates et les plus... c'est eux qui connaissent le mieux leur métier, et il n'y aura pas forcément énormément on dit toujours les nouveaux métiers, mais c'est souvent les métiers qui se transforment. Construire avec eux les choses. Alors après, moi je vais mettre ma petite touche syndicale avec la démocratie sociale en entreprise. Comment on fait pour leur donner la parole? On a vu qu'avec les lois El Khomri et Macron, l'inversionnement des normes, c'est très quelque chose. On dit il se passe beaucoup de choses en entreprise, tout ça, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez beaucoup de commissions formation dans les CSE, peut-être dans les grosses entreprises, mais comment ça se passe? Donc redonner la parole aux salariés. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur les financements, peut-être, pour réagir un petit peu à la première question?
sur les financements. Alors, nous, la CGT, on est dans le conseil d'administration, on est dans les commissions de France Compétences. Alors, effectivement, au niveau du conseil d'administration, tout est décidé d'avance. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être le principe des enveloppes ouvertes et des enveloppes fermées. C'est-à-dire que l'apprentissage du CPF, c'est des enveloppes ouvertes. Donc, tant qu'il y a de la demande, on finance, on finance, on finance. Là, cumulé, France Compétences va arriver à la fin de l'année 2002 à 13 milliards de déficit. Et donc on ouvre, et du coup, qu'est-ce qui reste pour la part des salariés en entreprise? Donc vous êtes impacté aussi, c'est-à-dire que pour le plan de développement des compétences qui n'est mutualisé que pour les moins de 50, il reste vraiment pas grand-chose. Et pour les projets de transition professionnelle, pour vraiment une véritable transition des personnes et à leur initiative, et encore avec les critères que France Compétences a décidé, c'est quand même beaucoup moins ouvert qu'avant. Il y a la moitié, c'est pas grave, je ramasserai après, vous inquiétez pas. Finalement, je prends des notes, mais j'ai tout dans la tête. Merci. C'est la moitié des financements qu'il y avait pour le CIF avant, et c'est c'est un des seuls dispositifs, voire le seul, vraiment à la main du salarié, et donc c'est très dommageable. Donc, pour qui l'argent? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme vision de vie, vision de société? Voilà la question qu'on pose. Voilà, pour un premier échange. Je vous laisse bien sûr rebondir si jamais il y a des commentaires ou quoi que ce soit, mais du coup, avec ce bilan, avec cet état des lieux un petit peu, et dans le but de créer un nouveau système de formation professionnelle, qui est l'objectif même de pouvoir se projeter vers l'avenir, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait justement d'un point de vue peut-être de politique publique, peut-être vis-à-vis des acteurs? Qu'est-ce qui doit être mis en place dans les semaines, mois, années à venir pour repenser complètement la formation professionnelle et éviter finalement tous les écueils dont vous venez de parler? Qui tente une première solution? Je vais. Déjà, très rapidement, se poser tous ensemble pour un bilan. Enfin, ça paraît évident, c'est-à-dire qu'on ne peut pas repartir et dire il faut changer tel et tel dispositif ou donner plus de poids à d'autres acteurs. Déjà, on fait un bilan pour savoir ce qui ne fonctionne pas. On le sait, on a déjà de remonter sur le sujet. Après, peut-être aussi une grosse discussion sur le financement. Enfin, on ne peut pas ne pas aller dans une discussion sur le financement. Est-ce que les employeurs doivent contribuer plus? Est-ce qu'on n'a pas un souci sur le fait que les employeurs ont aussi quand même, il faut rappeler la responsabilité de développer leurs salariés. Donc on parlait des CSE, on a un problème, on n'a plus ce point sanctuarisé d'échange sur la discussion sur la formation professionnelle. Il faut à un moment donné s'est noyé dans plein de thématiques. On a déjà le CSE qui est complètement surchargé avec des ordres du jour gigantesques, avec des élus qui doivent être des experts de tout sur tout. Donc ça aussi, ça pose un problème. Donc il faut à un moment donné se reposer la question de comment y aborder la formation professionnelle dans l'entreprise, et ça doit être un point particulier, voire même se poser la question de repartir sur une négociation de ce qu'on appelait avant le plan de formation, qui est devenu le plan de développement des compétences. Mais nous, à l'UNSA, on a toujours milité pour que ça soit négocié. Est-ce que c'est un point positif, en plus, d'échange dans l'entreprise avec l'employeur? Ça permet de se projeter. Et c'est un point aussi qui est important à raccrocher à la stratégie de l'entreprise. Donc, et ça intéresse les salariés, ça intéresse les représentants du personnel. Donc, et on est dans l'anticipation aussi. Et puis ça permet d'avoir un échange sur la formation professionnelle, sur où aller, vers quoi aller pour les salariés, pour que la formation professionnelle soit vécue comme quelque chose de positif. On est quand même un peu toujours sur du curatif. On se dit, oulala, on a un problème, bing, il faut faire de la formation professionnelle, ça ne va pas du tout, tout de suite, Non. La formation professionnelle, c'est quelque chose de positif qui doit être vécu tel quel. Ensuite, sur ce qu'on pourrait changer tout de suite,
Parce que c'est se poser des questions aussi de comment rendre ça accessible pour tous, pour tous les actifs, pour tous les citoyens. On a besoin de simplifier, enfin, c'est compliqué. Quand on a un actif, quelqu'un, un citoyen qui cherche des informations sur la formation professionnelle, enfin, est-ce que vous avez déjà essayé de regarder comment ça se passe quand ils vont sur Internet, quand ils cherchent une information, on est noyé. Donc là, c'est la question de est-ce qu'on n'aurait pas à un moment donné un guichet unique, simplement, qui après, ça ne veut pas dire que tous les acteurs changent, mais au moins une entrée unique pour comprendre où on va et où trouver l'information. Voilà, faciliter, rendre accessible. C'est un problème de lisibilité, vous le disiez, hein, dans les CSE, il faut être expert en tout. Est-ce que la multiplicité des dispositifs, est-ce que la complexité des dispositifs, c'est une chose peut-être à résoudre, ça, cette lisibilité pour l'ensemble des acteurs, aussi bien entreprises que salariés? Ça peut être une solution? Est-ce que ça fonctionne? Voilà, celui-là Super. fonctionne mieux a priori, et je dois bien le mettre devant pour qu'on écoute. J'ai vu les signes, on entend, pardon, on écoute, ça me fait ce que vous voulez. Oui, alors je vais revenir sur cette question-là, où je ferai de la traiter. Oui, c'est complexe. Le système qu'on nous a donné à voir, enfin qu'on a créé, mais c'est pas tout à fait nouveau, ceci étant dit, est un système extrêmement complexe. 80%, 90% des entreprises en France sont des petites entreprises, avec des chefs d'entreprise, nous, le secteur associatif, par ailleurs bénévole, qui sont très très loin d'être des spécialistes de la formation professionnelle. Donc, depuis tout à l'heure, on parle, on n'a pas dit tous les cycles, mais CPF, la PROA, le PDC, etc. Enfin voilà, c'est comme dans tout secteur professionnel. On va jargonner, et avec un système de lecture qui est extrêmement compliqué. Donc oui, simplifier, ce serait sans doute intelligent. Et en même temps, trop simplifier par ailleurs, c'est peut-être aussi se priver de dispositifs différents pour financer des projets, différents, ou pour permettre d'avoir des réponses à des envies, des besoins qui peuvent être différents en fonction des individus ou des entreprises. Ça peut-être pour faire un lien, nous interroger qu'est-ce qu'il faut changer. Alors nous, au CIODES, on arrive souvent à parler de se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas déjà, et avant tout, parler de la formation tout au long de la vie, plutôt que de la formation professionnelle, parce que, évidemment, la formation peut avoir un but professionnel, mais la formation peut avoir un autre but. La formation, c'est un but d'émancipation, dans le cadre d'un projet social, d'un projet qui peut être personnel, et d'ailleurs, dès qu'on acquiert des compétences, elles sont utiles à la personne et potentiellement utiles dans sa vie de tous les jours, qu'elle soit sa vie perso ou sa vie professionnelle. Et de notre point de vue, si on commence à parler de la formation tout au long de la vie, on donne quand même un autre sens au fait d'aller en formation. C'est l'émancipation, c'est l'enrichissement, et quelque part on dit aussi et on admet comme étant normal de pouvoir se former à quelque âge que ce soit. Aujourd'hui, on se dit, bon, finalement, on a fait ses études. Une fois qu'on a fait ses études, la question de la formation, on n'a pas complètement intégré qu'à 40 ans, on pouvait à nouveau se former, puis à 50 ans, à nouveau se former, et qu'après une première expérience professionnelle, on peut encore une nouvelle fois avoir envie de se former. Donc il y a peut-être aussi une conception de la formation qu'il faut faire évoluer. Elle n'est pas liée qu'à l'employabilité. Oui, c'est une chose, mais ce n'est pas nécessairement lié qu'à ça. Donc ancrer ou avoir cette vision-là, c'est aussi derrière enclencher un système qui nécessairement va être différent. Parce que, et notamment, c'est aller plus loin. Par exemple, dans le CPF. Le CPF, on dit que c'est un outil de liberté. Actuellement, ça ne l'est pas pour deux raisons. Vanessa disait très bien, c'est l'arnaque. C'est-à-dire qu'en fait, on est le marchand du temps. C'est une place de marché. Et le marché, on sait très bien que le consommateur, le client, ce qui est le porteur du CPF, il est rarement libre face à la communication, voire aux arnaques extrêmes que font ceux qui portent le CPF. Enfin, ça peut être très bien fait, etc. Et puis, il y a la question qu'on n'est pas tous égaux devant la capacité à construire un projet de formation. Et un des gros défauts de la loi, en dehors de la simplification des systèmes, c'est de le rendre compréhensible et de se dire comment on construit un projet de formation. Aujourd'hui, le projet de formation, c'est éventuellement un entretien professionnel dans l'entreprise. En sachant qu'on a changé de paradigme, puisque avant, c'était l'entreprise qui avait les moyens. Maintenant, l'entreprise doit dire monte ton CPF pour pouvoir financer les choses. On est aussi dans la loi pour le faire peu de terre. Enfin, c'est extrêmement compliqué. J'ai des difficultés qui nous.
Et donc, se pose la question d'intermédiation, et donc notamment celle de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle. Conseil en évolution professionnelle issu de la loi de 2018, enfin, c'est juste catastrophique, franchement. C'est pas le fait des gens qui portent le conseil en évolution professionnelle, c'est le sens qu'on a voulu lui donner. On parlait de complexité, c'est un truc qui vient se poser à côté d'un système qui est déjà complexe. Avant, c'était les FONGECIF ou les OPCA qui le mobilisaient, qui le portaient, qui le faisaient, sans doute avec plus ou moins de succès. Mais au moins, il y avait une forme de lisibilité. Moi, en tant que salarié, je savais que j'avais éventuellement un interlocuteur au sein de l'OPCA, etc. Là, il faut aller repérer le CEP, le porteur du CEP, qui dans chaque région n'est pas le même, donc pour peu que je change. Enfin, oui, il faut de la lisibilité, il faut faire plus d'intermédiation, et clairement, je le redis, on n'est pas tous égaux devant la manière de construire son projet de formation tout au long de sa vie. Est-ce que ça répond également, cette question de lisibilité de formation tout au long de la vie, aux différents publics cibles? Parce qu'on forme nos salariés, bien sûr, on forme des demandeurs d'emploi, on forme tout type de salariés, finalement, il faut inclure tout le monde. Est-ce que, là, si je peux vous demander de réagir du coup, est-ce que cette lisibilité et cette formation tout au long de la vie plutôt que de formation professionnelle, est-ce que c'est une façon de répondre à cet enjeu-là, de former tout le monde? Je fais une petite parenthèse, je reviens de Genève, là il y a une discussion pour une norme sur l'apprentissage donc au niveau mondial, et effectivement je me suis rendu compte qu'en France et en Union européenne, enfin, on est très très bien lotis, donc déjà c'est quelque chose qu'il faut, enfin ça m'a permis de prendre du recul et relativiser, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il ne faut pas qu'on lâche quand même, surtout sur la démocratie sociale et la négociation collective. Mais je pense, enfin je rebondis sur ce qu'ont dit mes camarades, effectivement, la formation tout au long de la vie, c'est pas quelque chose qu'on décrète, c'est quelque chose qui se construit. On dit c'est vrai qu'on a de la chance, on peut reprendre nos études en France à n'importe quel âge, mais qu'on soit dans une TPE, dans un village ou une grande entreprise en métropole, on n'a pas du tout le même rapport, la même information et les mêmes enjeux. À la CGT, je rebondis sur ce que disait Vanessa, à la CGT on a écrit un guide justement pour permettre aux salariés d'avoir l'accessibilité à tous les dispositifs, à toutes les obligations des entreprises, parce que les salariés ne savent pas forcément non plus ce qu'ils peuvent demander à leur employeur. Et donc j'ai tendance à dire que, enfin on le dit souvent, c'est que comme disait Vanessa, la réponse à un problème, c'est souvent va te former, alors que peut-être que c'est l'organisation du travail qui ne va pas. Donc la formation n'est pas la réponse à tout, mais la sensibilité et comment dire, d'aller parler formation aux gens, c'est de la responsabilité d'entreprise, et plus on le fera de manière démocratique et leur donner la parole, je redis ce que je disais tout à l'heure, plus les personnes s'en soucieront et le prendront pour eux. Effectivement, on le sait, en France, 99% des entreprises, ce sont des TPE, il n'y a pas de service RH. Donc à quel endroit les gens peuvent se renseigner. Les CEP, sur le principe, c'est une très bonne chose, mais comment les gens s'en emparent, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire, si le gouvernement avait mis autant de vergogne à parler du CEP comme ils l'ont fait avec le CPF, peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de personnes qui s'en empareraient. Et puis, il y a des salariés qui... Enfin, je pense que vous le rencontrez aussi, il y a des salariés, pour eux, si on leur dit « ce serait bien que tu ailles te former », le prennent très mal en disant « mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon travail, je fais mal mon travail, pourquoi j'aurais besoin de me former ?» Donc je pense que c'est un dialogue à avoir tout le temps, en fait, pour que la formation soit un sujet de discussion depuis la formation initiale jusqu'à après. Là, j'ai entendu, j'ai lu dans la presse qu'il y avait comment dire, en tout cas une discussion autour du CPF qui pourrait être ouvert même après la retraite. Donc la seule chose
qui a été donnée, la réponse qui a été donnée par France Compétences, c'est mais non, mais ça va coûter trop cher. Mais posons-nous la question, pourquoi les gens, ça les intéresserait de se former après la retraite, en fait. Posons la question juste aux gens. Voilà. Sur la question, si nous avons les dispositifs, oui, on a plein de dispositifs qui existent, et puis je pense qu'il y en aura d'autres, notamment sur la question des seniors, puisque c'est le gros sujet là qui arrive. Donc les dispositifs existent. C'est juste en effet qu'on ne les connaît pas, qu'il y a peut-être un petit peu de marketing à faire de la part de l'exécutif, qui en effet va peut-être plus communiquer sur certains dispositifs comme le CPF, puisque c'était la révolution d'avoir l'accès à la formation dans son smartphone pour ceux qui ont le téléphone qui va bien, parce qu'il ne faut pas oublier ça et qui savent l'utiliser, parce que là aussi ça peut poser un problème. On a peut-être un manque sur comment aider les gens concrètement en termes de freins périphériques, la question des territoires, de comment aider, on a la question des femmes ou des situations monoparentales, les gardes d'enfants, se loger, enfin la mobilité, enfin on a quand même ces sujets-là où on a du mal à trouver une solution. Pour les petites entreprises, c'est un souci de mettre quelqu'un en formation, parce qu'on a quand même le problème de ok, comment je remplace la personne qui est partie travailler, on n'est pas quand même dans les grandes entreprises. Et puis on a un souci aussi de soutien. Il faut aider les petites entreprises, les moyennes entreprises sur c'est quoi les ressources humaines, c'est quoi l'accompagnement des parcours. Et oui, nous, sur la question de la formation professionnelle, plutôt de la sécurisation des parcours professionnels, à l'UNSA, on milite pour que ça soit quelque chose qui soit positif dès le début de la carrière. Ça doit être un point, voilà, dans ta carrière, tu vas passer tant de temps dans une entreprise ou pas, et il y a la formation, et la formation, c'est pas une punition. Ça fait partie des moments clés dans son parcours pour faire autre chose, pour se poser la question de savoir si on a envie de faire autre chose, que ce soit dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. Voilà. Et donc sur la question de simplification, c'était pas simplement une question de dispositif, c'était plus sur l'accessibilité. Nous aussi, à l'UNSA, on a fait un guide sur la formation professionnelle qu'on a essayé d'expliquer déjà à nos militants et pour qu'ils puissent en discuter avec les salariés. On a ce souci de comment on y accède. On peut se poser la question, il existe encore quelque chose qui s'appelle le CPA, le compte personnel d'activité, qui a été un peu mis de côté, où on n'a que le CPF qui a été mis en avant. Enfin, il y a quand même le CPA que l'exécutif a décidé de... Alors on peut l'appeler autrement, on peut le faire évoluer, mais ça peut être un point d'entrée avec... Oui, il faut de l'accompagnement, ça, c'est pas possible de ne pas avoir d'accompagnement. Et il y a quand même aussi un petit sujet, attractivité des métiers. C'est pas parce qu'on sera formé qu'on ira obligatoirement, qu'on sera heureux dans le métier qu'on nous proposera. Il y a aussi les entreprises et les employeurs qui doivent se poser la question de est-ce que je paie bien mes salariés? Parce qu'on a ce sujet-là. Est-ce que les conditions de travail sont bonnes? Enfin, on le voit bien en ce moment qu'on a ce sujet-là. Aujourd'hui, on a la question de le travail ne paie plus sur certains secteurs. Donc ce n'est pas simplement parce que les gens ne sont pas formés. C'est parce qu'il y a des gens qui, pendant la crise du Covid, ont changé de secteur parce que c'est pas mal quand même de pouvoir le week-end être en famille, c'est quand même pas mal d'avoir un autre rythme. Enfin, travailler, il y a des secteurs où on travaillait on avait des 4 heures de coupure au milieu de la journée. Bon, enfin voilà. Donc il y a des questions sur l'organisation du travail, mais aussi sur l'attractivité des métiers. Alors justement, ce changement de paradigme, cette façon de voir la formation comme un cercle vertueux finalement pour amener de la mobilité professionnelle, cette lisibilité, peut-être ce guichet unique, ce que vous disiez, tout ça, on ne va pas y couper, ça a un coût. Cette question du financement, on l'a abordé déjà en filigrane un petit peu dans vos échanges. Comment aujourd'hui peut-on financer cette formation professionnelle? Vous le disiez, il y a cette partie enveloppe ouverte, enveloppe fermée. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie stratégie, un changement stratégique à voir, un changement, peut-être une question de solidarité à mettre en place? Oui,
par rapport au financement, on a fêté les 50 ans de la première loi en 2021 par rapport à 1971 et lors de cette discussion en 1971, il était question que les entreprises participent à hauteur de 2% de leur masse salariale. Donc on n'a jamais été à 2%, on a été à 1,6%, sans la part d'apprentissage, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, on est depuis 2014 à 1%. Donc dans les discussions qu'on peut avoir paritairement, les chefs d'entreprise sont très frileux à ne serait-ce que revenir à 1,6. Et je vous rappelle que le deal, je ne sais pas comment dire autrement, c'est le fait entre l'exécutif et les employeurs, c'était qu'on descend à 1%, mais que vous allez financer avec des fonds propres. Et de toute façon, c'est très vertueux, ils le font depuis longtemps, tout ça. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la 2483, le fameux CERFA, n'existe plus, donc on n'a aucun recul par rapport aux dépenses qui ont été réalisées. Donc à minima, là je parle au nom de la CGT, à minima il faudrait revenir au moins à 1,6, ça permettrait déjà de remettre quelques milliards dans la caisse. Ensuite, par rapport au plan d'investissement dans les compétences pour les demandeurs d'emploi, il n'est pas question de les stigmatiser et que effectivement, quand on est privé d'emploi, il faut qu'on se forme, mais les services de l'État, enfin en tout cas l'État est aussi responsable de cette enveloppe-là. Et encore une fois, les employeurs, vous savez la petite phrase qui a été retirée en 2018 et qui est revenue sur l'employabilité, le maintien dans l'emploi, c'est-à-dire que les employeurs sont responsables à partir du moment où la personne rentre dans leur entreprise et jusqu'au moment où elle en sort, de maintenir la fameuse employabilité. C'est un mot qui est difficile pour nous, mais je le dis parce que c'est compréhensible pour tout le monde. Du coup, ils sont aussi responsables si les personnes sortent d'une manière ou d'une autre de leur entreprise sans avoir été assez formées pour trouver un autre emploi. Ça, c'est aussi une question. Après, concernant l'apprentissage, encore des chiffres. Là, on est à hauteur en 2021 et ce n'est pas terminé de 9 milliards. Ça coûte 9 milliards et la part de l'apprentissage récolté n'est que de 3 milliards. Donc, à un moment donné, comment ça se passe ? Je rejoins ce que disait Élodie dans l'introduction. Il est hors de question de stigmatiser l'apprentissage comme de stigmatiser les privés d'emploi qui se forment. Mais à un moment donné, quel est l'équilibre avec ce qui se passe aussi dans l'éducation nationale et lycées professionnels qui sont mis à mal, et j'ai cru comprendre que c'était un des objectifs du nouveau quinquennat de ce gouvernement d'attaquer un peu plus les lycées professionnels. Mais voilà, et après, regardez ce qui se passe qualitativement. Je rejoins aussi sur ce que vous disiez dans l'introduction. On n'arrête pas de se targuer qu'il y a plus de 700 000 apprentis, qu'il y a je ne sais plus combien de comptes CPF qui ont été ouverts, mais c'est que sur la quantité. La quantité ne fait pas la qualité. Donc allons creuser un peu et remettons aussi les moyens pour les plus petites entreprises, en tout cas les dispositifs destinés aux salariés, remettons les moyens derrière. Voilà. Alors vous disiez il y a un déficit. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, ce déficit ? On voit que les tribunes se multiplient sur cette prise de position. Est-ce qu'on justifie le déficit dans la formation professionnelle ou dans l'apprentissage ? Est-ce que la responsabilité appartient qu'à l'entreprise ? Est-ce qu'on a des responsabilités de branche, de filière, interprofessionnelles ? Comment on place le curseur ? Je vous ai vu prendre le micro. J'ai plus d'autres, je vous laisse répondre. Oui, j'ai... La question du déficit, c'est pas de savoir si on admet qu'il y a un déficit ou pas. Il est réel, quoi. Effectivement, quand il me disait, puis il continue à augmenter, et on est dans un gouffre sans fond. C'est une enveloppe ouverte, elle est ouverte. Donc tant qu'on va avoir des demandes d'apprentissage, ça va être financé. La question, elle est plutôt là, c'est ce que tu disais juste avant, c'est est-ce que ce déficit, il a, je vais le dire comme ça, excusez-moi, est-ce qu'il a un bon rapport qualité-prix, quoi ?
C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que le fait d'avoir un déficit aussi important, quelque part, c'est vraiment, il permet d'atteindre l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire de vraiment de former dans les conditions qu'on le souhaite, et d'avoir finalement, globalement, une montée en puissance forte du capital humain, parce que c'est ça le sujet, et du développement des compétences. Pas évidemment des mots que j'aime, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Après, nous, au CINOFDES, dans la branche des organismes de formation, nous avons porté, juste après la loi de 2018, l'idée de dire les cotisations de la formation légale de la formation professionnelle ne sont pas suffisantes. La branche doit s'emparer de ce sujet-là et se doter de propres moyens autonomes pour financer une politique de formation professionnelle sectorielle, pour être très clair. Donc très vite, on a mis en place, c'était un peu innovant, ça n'existait pas avant, nous on l'a poussé très fort, c'est notre culture, une contribution conventionnelle qui va nous permettre d'atteindre, on n'a pas mis la pression immédiatement en totalité sur les employeurs, mais qui va nous permettre d'atteindre ce taux de 2% de cotisation, voire le dépasser, des employeurs sur la formation. Donc on pense que c'est un seuil, évidemment, donc il faut se doter de moyens. Donc les branches ont cette responsabilité, elles peuvent le vendre. C'est typique dans l'ESS. Hein. Dans l'ESS, c'est quelque chose qui existe dans une grande partie des branches de l'ESS. Moi, celle que je connais en tout cas, il y a des forts taux de contribution conventionnelle qui permettent finalement de multiplier de manière assez importante, d'avoir un effet levier assez important avec des fonds à disposition des politiques de la branche. Le défaut dans cette histoire-là, quand même, c'est que je prends des branches qui l'ont depuis très longtemps, la branche de l'animation, la branche de la vaisselle plus longtemps avec un taux assez élevé. Avant la réforme de 2018, par ailleurs, on avait un plan de développement des compétences mutualisé, très fort. Et donc, la contribution conventionnelle avait vraiment un effet levier et important pour venir renforcer et améliorer les formations dans la branche. Là, le plan de développement de compétences s'est amoindri à un tel niveau qu'en réalité, les fonds conventionnels viennent compenser ce que l'État ne finance plus. Enfin, ce que la collecte légale ne finance plus. Donc, il y a une perte sèche, très clairement. Je ne vois pas comment on va pouvoir maintenir les objectifs qui sont les nôtres sans à un moment se poser la question de savoir où on trouve l'argent. Juste peut-être pour finir, parce qu'il y a plusieurs types de solutions qui peuvent être posées. Moi, il y en a une, par exemple, qui invite à dire on va donner aux entreprises de plus de 50 des crédits d'impôt formation. Donc, s'ils partent en formation, on va déduire. C'est pas la logique dans laquelle nous on a envie d'entrer. La question de la formation professionnelle, c'est une question de solidarité nationale. C'est comment il faut véritablement mutualiser. La loi de 2018 a limité la mutualisation. Donc, l'autre solution, elle va être d'avoir une réflexion sur les taux de cotisation. Peut-être aussi sur la répartition des taux de cotisation en fonction de savoir, par exemple, sur les questions des demandeurs d'emploi, est-ce que c'est la cotisation à la forme pro, est-ce que c'est une cotisation supplémentaire, j'en sais rien. Mais si on n'aborde pas ce sujet, de toute façon, on va vite avoir un problème majeur pour financer la formation professionnelle. Madame Gérald, là-dessus, on a parlé de la responsabilité de l'entreprise, la responsabilité de la branche. Effectivement, sur la solidarité nationale, il y a des choses à faire sur le financement de la formation professionnelle. Mais sur le financement, soyons clairs, à un moment donné, le problème qu'on a sur le financement de la formation professionnelle, c'est deux choses. C'est ce que c'est pour les acteurs et l'État, est-ce que c'est un coût ou un investissement ? Bon. Déjà, si on commence par se dire que c'est un investissement, la question des déficits, c'est plus un problème. On a après un petit souci quand même de fléchage. Est-ce que mon investissement, je vais pouvoir le récupérer? Parce que bon, on a quand même changé un peu les choses là avec la nouvelle loi. On a un peu du mal quand même, je vais parler de façon générale, à se dire, oulala, j'ai mis tant d'argent dans la formation professionnelle, combien je peux récupérer? Bon. Mais si tout le monde se met autour de la table en se disant, c'est un investissement pour les territoires, c'est un investissement pour les entreprises, c'est un investissement pour la nation, donc pour l'État. Déjà, on aura réglé un problème. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi de se dire qu'on a un décalage de temps quand même. L'économique, ça va très vite. Hop, tout d'un coup, on a un truc qui nous tombe dessus, la réglementation, un nouveau concurrent, on est dans un marché mondialisé, donc tout de suite, en 3 jours, il faut former des gens. Non, ça n'est pas possible. Donc il faut se dire que c'est un investissement
sur du moyen terme. Donc on aura un retour sur investissement, c'est un gros mot, mais ça existe. Donc une fois qu'on aura aussi évacué ce problème-là, échangé sur ce sujet-là, le coût, l'argent qu'on mettra dans la formation professionnelle, ça ne sera plus un problème. Parce qu'on sait que ça permettra à la France d'être compétitive, que ça permettra aussi, il ne faut pas l'oublier, à des entreprises d'y voir clair et d'être rassurées sur l'avenir, puis à des salariés d'être épanouis, parce que quand même, l'objectif, c'est aussi d'avoir des salariés épanouis, d'avoir une économie qui fonctionne, d'avoir aussi des emplois, des gens qui sont en emploi. Enfin, c'est ça quand même le sujet, c'est dans quel monde on veut vivre et comment on peut s'en sortir économiquement aussi. Effectivement, donc on a ce changement de paradigme à tous les niveaux finalement à amener. Je vous propose, pour ne pas perdre ton temps, est-ce qu'on a peut-être des premières réactions parmi les personnes qui sont avec nous? Oui, on a des personnes. Alors, est-ce qu'on a un micro qui se balade? Je me tourne. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Anouchka Komuchan et je suis coordinatrice de projet au sein d'un centre de formation linguistique qui s'appelle Langue Plurielle. Et je voulais rebondir sur vos propos parce que vous avez beaucoup parlé en effet de l'accessibilité, que la réforme était censée rendre la formation accessible à tous les publics. Et justement, nous, on se rend compte très concrètement que depuis janvier, il y a un public qui est complètement laissé pour compte de la formation professionnelle. Donc nous, on fait de la formation en français uniquement, mais dans plein de secteurs, pour plein de salariés, et notamment des publics qui sont francophones, qui parlent assez bien français, mais qui ne sont jamais allés à l'école dans leur pays, par exemple. Donc qui ne savent ni lire ni écrire en français, ou très peu. Et ces personnes-là travaillent beaucoup dans le BTP, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la collecte de déchets. Donc ils ont souvent beaucoup d'expérience dans leurs entreprises, ils sont là depuis 15-20 ans, parfois moins. Et en fait, on se rend compte que ils sont très facilement bloqués à un moment de leur carrière, parce que les métiers évoluent, parce qu'ils ne peuvent pas forcément évoluer dans la hiérarchie de l'entreprise, ou parce que ça complexifie énormément justement de les faire évoluer, parce que certains deviennent quand même chefs d'équipe, etc. Et puis, s'ils ont un accident de parcours, par exemple un accident du travail, ben là aussi, encore une fois, ils se retrouvent bloqués. Parce que, en fait, souvent, comme vous l'avez dit, on fait beaucoup appel au CPF de nos jours. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, le CPF oblige, pour avoir une formation CPF, on est obligé d'avoir une certification, c'est-à-dire de préparer une certification. Et il n'existe pas, enfin depuis janvier, puisque le DILF, qui était la seule certification en français plus ou moins accessible pour des personnes qui n'étaient jamais allées à l'école, même si ce n'était pas forcément une certification qu'on trouvait valorisante, c'était la seule qui existait. Aujourd'hui, elle n'est plus activée par France Compétences, ce qui veut dire que ces publics-là, aujourd'hui, ne peuvent plus prétendre à une formation avec le CPF, parce qu'ils n'ont pas le niveau non plus pour aller dans des formations qui sont techniques, voilà, qui sont qualifiantes. Donc nous, depuis janvier, on est vraiment désarmés, et aujourd'hui, on va se préparer en fait à interpeller tout un tas d'acteurs sur ce sujet-là précisément. Donc voilà, je voulais vous en parler puisqu'on va le faire la semaine prochaine. Super, merci beaucoup. Alors effectivement, on a parlé des différents publics, on a parlé des salariés, des publics éloignés de l'emploi, mais on a effectivement des publics qui ont d'autres problématiques. Comment on répond à ça? Est-ce qu'on a des solutions finalement pour répondre à cette situation-là et à ces situations? Je pense qu'on en a d'autres. Après, moi, je vais vous dire ce que la CGT porte depuis très longtemps. S'il existait une sécurité sociale professionnelle du début de la vie professionnelle et tout au long et qu'il n'y ait pas de rupture, les choses se passeraient mieux, mais on n'en est pas encore là. Donc, moi, je me fais porte-parole des mandatés CGT dans la commission certification de France Compétences, et il me semble qu'il faudrait savoir pourquoi cette certification n'a pas été reconduite. Mais je ne parle que au nom de la CGT. C'est très problématique. Alors, moi, je ne vais pas forcément raconter ma vie, mais moi, je viens de l'ESS aussi avant d'arriver à la CGT, notamment l'insertion par l'activité économique dans le secteur associatif. Donc, le DILF, je connais bien. Et je pense effectivement qu'il faut interpeller. Alors, nous, ce qu'on porte à la CGT par rapport à la commission certification, c'est que c'est une bonne chose pour avoir fait le ménage sur certaines certifications, mais évidemment, on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a ce que nous, on appelle les trous dans la raquette,
Ça veut dire que forcément il va y avoir des choses qui vont ressortir et qui n'ont pas été pensées, voilà. Donc nous on est le porte-parole et on est le, comment dire, on peut être le porte-parole des certificateurs qui sont dans ce cas-là. Enfin en tout cas c'est comme ça que les mandatés CGT dans cette commission voient les choses. Vanessa, vous vouliez prendre le micro? Oui, sur ce sujet, donc on prend le point, mais peut-être que c'est dû aussi au fait que le CPF est de plus en plus fléché vers des emplois en tension et que le compte personnel de formation est devenu petit à petit un compte professionnel de formation. Voilà, pour faire un mauvais jeu de mots avec les acronymes, mais c'est peut-être un peu le souci et ce qu'on vit en ce moment. Donc, mais je prends le point aussi. Une réaction, David? Non mais, ouais, j'aime beaucoup le jeu de mots. Oui, mais en fait, la problématique, alors nous on est aussi d'accord avec ce que vient de dire la CGT, c'est clairement, il fallait nettoyer dans les certifications, c'était du grand n'importe quoi, voilà. Le vrai défaut, c'est qu'on est dans un système qui n'a pas anticipé le fait que nous allions avoir des trous dans la raquette. Donc on fait disparaître les certifications sans s'interroger de savoir, de leur utilité, parce que le porteur de projet éventuellement n'a pas levé le doigt, et puis sans éventuellement donner le délai du temps d'un renouvellement, d'une recréation, d'une reformulation des certifications. Donc là, on a un vrai sujet, donc on pourrait intervenir aussi sur ce type de choses-là, on peut le faire tous ensemble, parce que là, en plus, il y a un problème très effectif, avec un vrai trou dans la raquette, donc pas de souci pour relayer ça aussi auprès de France Compétences. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y en a plein. Oui, je vois plusieurs Une personnes. question ici. Oui, bonjour, René Bagorski, président de l'AFREF, Association française de recherche et de réflexion sur la formation. Par rapport au débat et peut-être un peu d'histoire et revenir au programme national de la résistance et de voir comment un certain nombre de droits ont été intégrés dans les droits fondamentaux de la Constitution. Et si vous prenez ces droits, il y a notamment le droit à la retraite, le droit à la santé, l'accès à la formation professionnelle, à la culture, qui étaient réfléchis comme des droits opposables du citoyen à l'égard de la nation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en 1971, quand la loi Delors a été négociée, s'est posé la question de savoir si la formation professionnelle était une garantie sociale et si la cotisation se ferait sur à la fois l'employeur et à la fois le salarié, comme pour la sécurité sociale et la retraite. Ça n'a pas été tranché dans ce sens-là. Troisième point d'histoire, vous avez parlé tout à l'heure de formation tout au long de la vie professionnelle et non pas de formation professionnelle tout au long de la vie. Si vous regardez le texte des partenaires sociaux de 2003, il parle de formation tout au long de la vie professionnelle et c'est la loi Fillon qui a changé les paradigmes pour faire une formation professionnelle tout au long de la vie. Et aujourd'hui, on parle du système tel qu'il est et de sa complexité. Il ne faut pas oublier que 90%, voire plus, des fonds de la formation, c'est des fonds publics, puisque depuis 2014, la cotisation est clairement une obligation légale, donc une obligation fiscale, que c'est une enveloppe, effectivement, qui a priori au départ est dédiée à financer la formation professionnelle, mais quand on regarde avec la crise ce qui s'est passé, on a été chercher des fonds supplémentaires pour la FNE, on a été chercher des fonds supplémentaires pour aider à les cotisations sur l'apprentissage, et ces fonds-là viennent du budget de l'État. Donc c'est un choix politique qui est fait par l'État sur les priorités à déterminer. Et les cotisations des entreprises sur la formation sont une source, ne sont pas la source. La question que moi je pose aujourd'hui, c'est de savoir qui est garant de quoi, puisque la notion de responsabilité, tout le monde en parle, notamment de responsabilité professionnelle. Vous prenez le dictionnaire de l'Académie française 1934, une définition, responsabilité égale garant. Qui est garant de quoi? De quoi est garant l'État? Est-ce que l'État est garant, doit garantir la formation professionnelle de tous les salariés? Ou est-ce que l'État est garant simplement de garantir à chaque jeune qui rentre sur le monde du travail d'avoir les socles de connaissances suffisants pour être à la fois un travailleur et à la fois un citoyen? De quoi sont garants les partenaires sociaux? Est-ce qu'ils sont garants d'un périmètre déterminé et avec une réelle autonomie?
La loi de 2018 parle de liberté, mais l'autonomie est restreinte. Est-ce qu'il existe-t-il une vraie autonomie des partenaires sociaux demain pour créer, vous avez parlé d'accords conventionnels, un système qui soit un système privé avec des priorités qui ne soient pas des priorités déterminées par l'État? Quelle est la responsabilité de l'entreprise? Quelle est la responsabilité de l'individu? Et pour finir, quelle est la responsabilité de l'organisme de formation à l'égard des personnes qui rentrent en formation, puisqu'au bout de la chaîne, il y a un individu? Est-ce que l'organisme de formation est garant de la réussite ou est-ce qu'il est garant de moyens? Je pense que ça fait partie des choses qui seront à négocier et à discuter dans les semaines à venir. Si dans les semaines à venir, normalement, j'aurai un peu de lecture que je vous proposerai. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à toutes les questions du coup là en 3 minutes. Bon courage. Mais il y a cette question effectivement de responsabilité et de solidarité finalement. Est-ce que c'est une responsabilité d'individu, de branche? Qui s'ose? Ouais, non, mais on revient dans l'année prochaine pour 3 jours de séminaire autour de 15 questions que vient de nous poser René. Mais en tout cas, la question de qui est garant est plutôt assez intéressante et cette manière de la poser, moi, me va bien. Qu'est-ce que doit garantir l'État? Garantir l'État, je ne sais pas si l'État doit garantir la formation professionnelle des salariés, mais en tout cas doit garantir l'accès à la formation professionnelle, ça c'est une certitude. Ensuite, sur la question, en fait, moi j'ai envie de répondre que chacun doit avoir sa part à prendre dans le système, les entreprises, les branches, l'organisme de formation aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on dit. L'organisme de formation sera l'objet aussi de la table ronde tout à l'heure, doit se transformer pour s'adapter à un système. Donc c'est plutôt une garantie qu'on doit porter ensemble, avec probablement un État qui doit un petit peu mieux jouer son rôle de régulateur qu'il ne le fait actuellement. Voilà, ça c'est. Il me semble que c'est peut-être par ça qu'il faut aussi travailler. Et la question de la garantie du financement. C'est vrai qu'on pourrait se reposer la question à un moment. Pour le moment, c'est une cotisation d'employeurs. Enfin, c'est les employeurs qui cotisent pour, et il n'y a pas de sujet. On aurait pu, peut-être qu'on peut se reposer la question, au moins pour une partie, pas pour la totalité, pour 1 million, j'en sais rien, d'être sur un système d'assurance sociale. Pourquoi pas? En tout cas, ça mérite aussi d'être à un moment, dans le débat. Et finalement, le système assurantiel où tout le monde cotise, d'abord parce que quand on dit que c'est une cotisation patronale, oui, mais finalement, indirectement, c'est une part de cotisation salariale. Voilà. Alors peut-être, non mais voilà, mais peut-être qu'il faudrait éclaircir le sujet. Finalement, ça ne viendrait pas obligatoirement. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans un détail technique, mais au moins, ça serait aussi une avancée sur la capacité à dire que puisque tout le monde cotise, la liberté de choisir, elle peut se concrétiser. En tout cas, elle prend une forme différente dans un affichage un petit peu différent. En tout cas, moi, de notre côté, on n'est pas fermé à avoir cette réflexion de faire évoluer le système. Par ailleurs, le système, malgré tout, de la formation professionnelle, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus limité, mais aussi à gestion paritaire. Ça donnerait un petit peu plus de sens. Ça, il faut le conserver. C'est vrai que moi, je suis d'accord. Il faut parler de la question de la formation professionnelle des entreprises. Il faut être piloté dans le cadre d'un dialogue social, dans le cadre des CSE, etc. Mais il faut aussi qu'on arrive à conserver la capacité des branches professionnelles à piloter, alors, des branches ou en interpro ou dans le multipro, à être des acteurs centraux de la formation professionnelle. Ça, c'est un des autres défauts de la loi. On a quand même un petit peu réduit une autre capacité à pouvoir agir. Alors, sur l'apprentissage, on me dit l'apprentissage, ceci, cela, les branches ont un rôle à jouer. Vous connaissez le rôle des branches dans l'apprentissage? Juste, il y a une liste qui vient de France Compétences en disant, bon ben voilà, vous avez des niveaux de prise en charge, est-ce que vous pouvez valider le niveau de prise en charge? Vous donnez le niveau de prise en charge. On renvoie notre copie à France Compétences. France Compétences, ouais, mais en fait, ce que vous avez prévu, c'est pas du tout dans les fourchettes que nous, on avait imaginées. Ouais, écoutez... Madame France Compétences, si vraiment vous voulez baisser les niveaux de prise en charge, vous prenez vos responsabilités, Monsieur France Compétences. Et c'est pas, voilà, c'est le rôle des branches sur l'apprentissage est quand même moyen. Un complément de réponse peut-être? Oui, donc plusieurs questions très intéressantes qui prendraient quand même une journée entière, au moins, pour en aborder plusieurs, mais peut-être une petite pirouette sur votre question, c'est qui est responsable, qui doit rendre des comptes. Enfin, à partir du moment où l'État a repris la main
sur la formation professionnelle avec sa loi, où finalement c'est un peu ça ce qui s'est passé, l'État doit prendre ses responsabilités sur comment ça se régule, comment on organise. Pareil, lorsqu'elle lance des politiques publiques et qu'elle annonce en fonction des semaines, des politiques publiques ciblées sur tel ou tel public, là aussi elle doit se poser la question de savoir comment je vais financer. Parce que le gros sujet, on l'a tous dit, c'est qu'on reboucle le propos introductif. Avenir Pro, la loi n'est pas, son financement n'est pas assuré, il n'y a pas de financement. Donc le premier responsable, c'est quand même l'État. Je me tourne, est-ce qu'on a encore un tout petit peu de temps peut-être pour une autre question? Oui. Est-ce que vous avez un micro? Ah, il faut juste remonter le bouton et ça devrait fonctionner. Comme ça. Super. Oui, bonjour. Je suis directeur d'un organisme de formation dans un secteur particulier, le métier de la production musicale. Donc, voilà. Et depuis tout à l'heure, je vous écoute, c'est absolument effarant l'amplitude des sujets qui est abordé, à traiter et auxquels s'affronter. Enfin, pour autant, moi, ce que je retiens depuis longtemps, c'est le couple CPF France Compétences qui me paraît une espèce de bras armé utilisé à des fins qu'on ignore, mais qui en tout cas ne servent pas le propos d'un certain nombre d'organismes de formation. On a d'un côté France Compétences, donc est une boîte noire où quelques personnes décident de ce qui est certifié ou de ce qui ne l'est pas. Donc ça veut dire de ce qui est finançable par l'argent public ou pas, mais ça veut dire aussi de ce qui est envisageable comme développement de compétences pour un secteur professionnel ou pas, et donc ce qui va peser à terme sur le développement des secteurs économiques. Ça n'a pas l'air clair, David, ce que je dis. Et ah, pardon. Quand on regarde devant, c'est la lumière. D'accord. Et donc voilà, on a ce France Compétences, donc on ne sait pas qui il y a dans la commission, on ne sait pas combien de dossiers sont traités par mois, on ne sait pas quels sont les objectifs de France Compétences, on n'a pas de feuille de route, on n'a pas de bilan, à part un bilan chiffré qui ne dit absolument rien. Donc on voit qu'on a là un acteur qui a des missions que j'aimerais bien connaître, alors que c'est un établissement public, mais qui décide très clairement de où va l'argent de la formation. De l'autre côté, on a le CPF. Alors le CPF, visiblement, la plus grosse dépense, c'est le permis de conduire. Donc moi, je trouve très bien qu'on aide les gens à avoir le permis de conduire, mais pourquoi taper dans la caisse de la formation professionnelle qui manque d'argent? Ça, c'est un mystère que je ne comprends pas. Et on voit très bien aussi que si les informations étaient validées, 56% de ce qui est finançable par le CPF est fourni par 25 boîtes. Donc je rappelle qu'il y a des boîtes de formation qui font des chiffres d'affaires d'1,5 milliard, quand même, sur le montant total de la formation, c'est quand même effrayant. Et tout ça, je n'arrive pas à retirer de ma tête que quand on est France Compétences plus donc le CPF qui finance essentiellement des gros groupes, les grandes écoles, enfin tout ça, qui sont déjà ultra financés par ailleurs, ça me renvoie au discours du président de la République qui a parlé il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, de faire de la France le leader en Europe de la formation digitale. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et on voit bien que les gens comme moi ou comme la dame qui parlait tout à l'heure, en fait, on est juste des gêneurs dans ce jeu qui nous dépasse complètement. Et donc, parmi tous les sujets et parmi les choses qu'il y a à faire rapidement, moi, je pense qu'il y a des comptes à demander à ces organismes qui refusent de nous parler, ou quand ils nous parlent, c'est pour nous traiter comme de la merde, pour dire les choses clairement, que ce soit les organismes de formation, là je parle de France Compétences, ou des CPNE, qui se font traiter plus bas que terre, alors qu'il me semblait quand même que c'était les CPNE, en tout cas les branches professionnelles, qui étaient mieux placées pour savoir quelles étaient les priorités en matière de besoin de formation. Voilà, désolé, j'ai un peu libéré ma bile, mais je suis extrêmement inquiet de tout ça, parce que c'est derrière ça, effectivement, je pense que ça va peser sur les capacités des branches professionnelles, mais aussi des personnes à se fixer des objectifs de développement de compétences. Ça nous met en danger, d'autant que la collecte de taxes d'apprentissage, par exemple, c'est devenu un jeu de concurrence absolument effarant. Et on pensait, il y avait des bonnes choses dans cette loi au départ,
mais la mise en œuvre et les gens qui la mettent en œuvre en font tout autre chose que ce qui avait été annoncé. Et j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va pouvoir y voir clair et arrêter d'avoir peur de ce qui nous attend à assez court terme, en fait. David, peut-être? Non, mais oui. Oui, mais on rêve tous d'y voir clair, Michel, c'est évident. Peut-être juste deux choses. Je ne mettrais pas tout à fait dans le même sac que France Compétences et le CPF, malgré tout. On peut faire des liens, je ne sais pas. Mais ça va me permettre de mettre le doigt sur un défaut, pour nous en tout cas, de France Compétences. Quand on est employeur de l'ESS, on discutait quand même tout de suite là. Notre question, tu dis on n'a pas d'information. C'est vrai, quand on est employeur de l'ESS, on n'a pas d'information directe de France Compétences. Parce qu'il se trouve que l'État a décidé, dans sa grande sagesse, que le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui représente un peu plus de 10% de l'emploi en France, n'avait pas le droit de siéger à France Compétences. Ce n'est que l'Interpro. Donc il y a aussi ce défaut-là. C'est-à-dire qu'à France, pour le dire autrement, à France Compétences, comme dans les CREFOP, dans les bureaux des CREFOP, etc., et l'UNSA, c'est tout, je parle par ailleurs, c'est un combat qu'on partage, l'ensemble des employeurs, des représentants des employeurs ou des représentants des salariés n'est pas dans ces instances. Donc ce n'est pas quelque chose qui représente en fait ce que c'est l'emploi en France. C'est un vrai problème. Donc effectivement, France Compétences, alors tant mieux, on s'entend bien avec, c'est souvent plutôt les collègues des syndicats, des collègues de l'Interpro, mais ça nous permet quand même d'avoir de l'info. Mais ça, c'est vrai que ça rend les choses un peu opaques. Après, sur CPF, enfin, j'en suis malheureusement moyennement étonné. Clairement, on a dit c'est une place de marché. Voilà, c'est un marché. Je le regrette profondément. Elodie l'a dit, la question de la monétisation, la question des grands groupes qui prennent tous les marchés. C'est pas parce qu'ils ont une bonne formation, c'est juste parce qu'ils ont une capacité de marketing qui est gigantesque, à laquelle, de toute façon, même si ce que vous faites est formidable, et nous savons que c'est formidable, vous ne pouvez absolument pas faire concurrence. On n'en a pas les moyens. Et donc je reviens sur un de mes sujets. La question de l'accompagnement sur le projet de formation pour ne pas être soumis à une logique de merchandising, elle est quand même aussi à ce niveau-là centrale. Oui, pour ajouter, c'est moi qui ai posé la question tout à l'heure, mais vous n'avez pas de représentant à France Compétences, c'est pour ça que vous répondez dans ce sens-là. Pour le CPF, on a régulièrement, notamment la commission évaluation de France Compétences, dont je fais partie pour la CGT, des échanges avec la Caisse des dépôts et consignations sur le CPF. Alors là, je parle au nom de la CGT, qui ne pense pas comme beaucoup d'organisations syndicales. C'est quelque chose qu'on met toujours en avant en disant, enfin nous on le disait depuis le départ, la marchandisation, on en arrive là, on arrive à tous ces écueils. Et je donne souvent aussi cet exemple dans plusieurs endroits, c'est que nous, la CGT, on a une association de consommateurs, qui s'appelle Indecosa, et en tant qu'association de consommateurs, on a été auditionné par la CDC de ce qu'on pensait sur le CPF. Donc c'est une marchandise, voilà. Et en fait, ce que nous dit la CDC, je me mélange avec tous nos trucs, c'est que c'est un service public, donc au départ, ils sont obligés d'ouvrir. Ils ne peuvent pas faire de contrôle a priori. Ils font des contrôles a posteriori. Et les contrôles, depuis 2018, enfin depuis 2019, vraiment, où mon compte formation s'est enclenché et que le CPF est passé en euros, vous voyez, on est en 2022, c'est maintenant qu'on voit seulement les fruits de la régulation qui est en train de se faire. Mais effectivement, on fait tous le même constat. Alors je sais que pour le permis de conduire, on n'est pas tous d'accord dans la salle, enfin voilà, je ne rentre pas dans la discussion, mais le fait que les gros mangent les petits, c'est ça. Et nous, on nous a clairement dit qu'ils sont tellement forts, c'est qu'ils mettent les mots-clés, que n'importe quelle formation qu'on cherche, ça revient toujours sur eux. Le bilan de compétences, vous demandez... je me souviens, j'avais fait j'avais fait le test, je vous demandais le PSC1, les premiers secours à Grenoble, vous arrivez sur bilan de compétences à Paris. Enfin voilà, tous les algorithmes ils sont faits comme ça, et la CDC ne va pas assez vite pour tout ça. Donc la régulation arrive, on voit déjà des choses, mais à part vous dire que la CGT avait raison, que la marchandisation on y est et que c'est ça. Le constat est rude, je suis désolée, mais j'espère que vous allez vous battre
Parce que, comme je vous dis, moi je viens de l'ESS et je sais que... Et on est organisme de formation et nous, on fonctionnait qu'avec des subventions. Mais c'est ça. Moi, j'existerais même plus si j'étais pas... Enfin, d'ailleurs, l'organisme de formation n'existe plus. C'est fichu. Mais vous, pour vous, non. Vous êtes ensemble. Et en collectif, je pense que vous pouvez faire plus de choses. Enfin, je vous le souhaite. Vanessa, vous vouliez réagir pour terminer? Oui, sans revenir sur tous les points que mes camarades viennent d'évoquer. Pour France Compétences, on a un souci, c'est clair. Hein. France Compétences, c'est une boîte d'enregistrement. On ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de débat. C'est à la main de l'État. C'est-à-dire que la majorité, de toute façon, de décision, c'est l'État. Voilà, on a un déséquilibre. Donc nous, à l'UNSA, on milite pour qu'on revoie aussi la gouvernance de France Compétences, mais aussi la transparence et la façon qu'elle a de travailler, de décider, d'irriguer un petit peu et de réguler. Pourquoi elle prend telle décision? On ne sait pas. Pourquoi à un moment donné elle tranche d'un côté plus que l'autre? On ne sait pas vraiment. Donc voilà, un petit peu de transparence là-dessus et changer un peu la gouvernance de France Compétences. Merci beaucoup. On va devoir passer, je crois, à une dernière question. Et après, on passe à la seconde table ronde pour pas perdre de temps. Oui, comme tout a été dit très rapidement, d'abord, je pense qu'on a fait le tour de la question et je ne vais pas le répéter une énième fois, juste un petit ajout. Alors, moi, je suis directeur d'un organisme de formation dans le secteur de l'information, de la communication et de l'édition, formation professionnelle, reconversion, mais au-delà, c'est aussi l'émancipation, c'est pas forcément pour y travailler, c'est 95% pour y travailler et 5% pour avoir le droit de savoir le faire parce qu'on a envie de le faire. Bon. Mais d'autre part, je suis co-délégué régional du Synopdes, Île-de-France, personne n'est parfait, francilien, voilà. Et quand même, on a rencontré France Compétences et on a fait des efforts. On a eu un échange qui était plutôt convivial, mais qui n'a rien donné concrètement derrière. Très convivial, sans résultat. Donc, qui était à l'écoute. On a eu des échanges avec quelques responsables syndicaux qui sont au CA, qui nous ont écoutés, mais qui n'étaient pas au courant des difficultés que nous rencontrions. Et en particulier, je ferai deux ajouts à tout ce qui a été discuté, parce que je pense vraiment là qu'on a fait le tour quand même. Même moi, je trouve que c'est très satisfaisant. C'est que d'une part, la question des métiers non essentiels et traverse l'ensemble de nos débats avec nos partenaires, nos financeurs, etc., avec France Compétences. Ça a été, oui, c'est formidable, vos métiers. Je pense notamment à la culture, au sport et aux médias et à la communication. Ils nous ont dit que c'était formidable, mais à la fois, c'est ce qui bloque le plus. Que ce soit France Compétences, que ce soit Transition Pro. Et Transition Pro nous dit, et là aussi, on a un vrai problème. Il nous explique simplement que la moitié des budgets ont été réduits, et donc qu'ils ne vont aller que, effectivement, dans une logique, en fait, d'adaptation, d'adéquation, etc. Et que le reste, ils ne veulent pas en entendre parler. Hein, et qu'ils sont très très loin de ça. Donc on a quand même une bataille à mener sur l'émancipation et sur l'ensemble des métiers. La deuxième chose pour boucler, parce qu'on essaye quand même de mener un travail de coopération dans le réseau du Synopdes très élargi, et je pense que ça construit aussi notre intelligence collective et un rapport de force, parce qu'on a besoin d'un rapport de force, y compris avec les organisations syndicales de salariés. Et je pense que c'est notre logique, ayant une culture de l'ESS, c'est quand même pas totalement à côté de nos cerveaux, donc c'est important et c'est pour ça que vous êtes là aussi. Il y a aussi une autre logique, c'est, et ça c'est vrai pour tous nos partenaires, il y en a un qu'on a oublié, qu'on n'a pas complètement cité, on va bientôt les voir, on les voit régulièrement, c'est les collectivités territoriales, notamment au plan régional. Hein, et là, il y a par exemple le dernier sur la région Île-de-France, où sont mis en valeur exclusivement les grands groupes d'organismes de formation. Hein, c'est-à-dire, par exemple, il y a des lots, ils demandent à 2 organismes de se présenter, il n'y aura que 2 bénéficiaires pour 200 ou 300, 400 000 heures de formation. Ben, évidemment, les petits organismes, pour certains d'entre nous qui sont petits, moyens, pas forcément très petits, moyens, eh ben, tout le monde ne pourra pas faire 300 000 heures sur les 18 mois à venir. Et donc là, il y a aussi un truc qui a amené un certain nombre d'organismes, et je conclue là-dessus, à couler, un certain nombre, d'autres à se faire racheter. Ce n'est pas tout à fait notre objectif.
Et donc, nous, dans la coopération et dans l'union, on essaie de gagner un rapport de force. Mais ça a un effet, c'est ça, cette déception de la loi, parce que moi aussi, je fais partie des gens qui ont un peu fantasmé sur la liberté de son avenir professionnel et son apprentissage. Et que là, le CPF aussi, avant la monétisation, on était aussi un peu dans un rêve que ça permettait ça. Eh bien, on a été déçus, mais on va pas lâcher l'affaire quand même. Hein. Voilà, on va pas lâcher l'affaire. On a besoin d'un rapport de force aujourd'hui pour montrer que on va pas hiérarchiser les métiers essentiels ou non, et il n'y a pas que les grands groupes qui rachètent les autres. Dans le secteur où je bosse, il y a un groupe qui a racheté, je peux le citer parce que c'est Muliez, un nombre d'organismes non négligeables. Eh ben, nous on dit non, on est indépendants, mais on va travailler les uns avec les autres. C'est la coopération qui compte et c'est pas la compétition. C'est une ultime réaction ou pas? Oui, juste vous dire quelque chose. Je vais d'abord dire la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la conséquence de la marchandisation. Et la CGT a combattu, mais était seule. Et voilà. Donc à part dire qu'on avait raison, voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et la deuxième chose, au niveau des transitions professionnelles, on est au conseil d'administration de Certif Pro, notamment Catherine Gatti qui est aussi à Uniformation, donc elle connaît votre secteur. Et on se bat, et Angine que je remplace est présidente de l'AFDAS, donc c'est les intermittents, tout ça, et on sait que ça bloque, on fait tout pour que les choses se débloquent, mais comme vous dites, la réponse c'est quand il n'y a plus rien dans l'enveloppe, ça suffit, vous cochez la case et dire bah, ce dossier on ne le prend pas. Donc on essaye de... Il y a des conventions qui ont été signées, notamment entre l'OPCO, AFDAS et Certif Pro. Donc les choses avancent. Il y a des conventions qui se signent entre des OPCO pour co-financer, mais le travail est long, chaotique, mais on y arrive. Et il y a juste pour le dernier petit clin d'œil, quand vous dites c'est toujours les gros qu'on invite, bah dites-vous que c'est très rare que la CGT soit invitée. En général, c'est pas la CGT qu'on invite. Voilà. Un dernier mot, David, peut-être? Mais juste très vite, quand je vous écoute, je me dis que finalement, c'est peut-être un peu ce que moi j'ai essayé de dire, c'est qu'il faudrait que la formation, on arrive à la penser à nouveau comme une logique qui s'ancre dans l'humain et pas simplement comme une logique comptable. Et que c'est la manière de compter, c'est un investissement, on compte un certain nombre de choses, etc. Ça doit s'inscrire dans les parcours humains. Et si on avait cette conception-là, déjà peut-être qu'il y aurait un certain nombre, et les dispositifs qui s'inscrivent dans cette conception-là, peut-être que les choses changeraient fondamentalement. Et pour le dire, quand on est au Synopdes, notre objet, c'est de faire la formation, c'est-à-dire de former les hommes et les femmes, de former les humains, d'une manière générale. Et il y a un autre concept de la formation, qui ne sont pas chez nous pour le plus souvent, c'est de faire de la formation pour générer du capital. C'est pas le même concept. Merci beaucoup. Un tout dernier petit mot pour qu'on tienne le Rapidement, moi je suis ravie d'avoir été invitée avec la CGT à cette table ronde. Sur la suite, sur la marchandisation, c'est clair qu'on a ce problème de concurrence et comme il faut faire du fric, il faut être concurrent, donc il faut s'y retrouver, donc ça se passera comme ça. Donc on a pris les points, on était contre la marchandisation aussi de la formation professionnelle, et donc on fait remonter des points aussi pour que ça ne devienne pas simplement les gros mastodons de la formation qui est tous les marchés, parce que c'est clair qu'ils ont plus de moyens et qu'on va en perdre en qualité et en proximité, et c'est important de ne pas se retrouver dans quelques années à se dire oh là là, on n'a que 3 mastodons qui s'occupent de la formation, donc on a des formations qui sont complètement formatées de la même façon, parce que c'est ça aussi le souci, mais c'est encore un autre débat. Merci. Alors, merci à vous trois, et effectivement ça va faire une bonne transition avec la deuxième table ronde, les gros contre les petits, le marché de la concurrence, et finalement comment on se sort de tout ça. Merci encore pour votre participation.